Bonjour Olivier Granilic. Boker Tov Rudy. Alors on commence avec la situation sécuritaire en Israël et la mise en garde du chef d'état-major de Tsahal. Oui, Eyal Zamir estime qu'Israël se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique. Alors que les négociations politiques sont en cours, l'armée israélienne affirme rester prête à reprendre immédiatement des combats intensifs si la situation l'exige. Le message envoyé par Tsahal est donc clair, les discussions diplomatiques se poursuivent, mais l'armée ne baisse pas son niveau de préparation et maintient ses forces de l'état d'alerte. Au sud Liban, Tsahal accentue la pression sur plusieurs dizaines de combattants du Hezbollah retranchés dans un complexe souterrain. Oui, tout à fait. Selon des informations publiées au Liban, l'armée israélienne aurait notamment coupé l'approvisionnement en eau du site. Les membres du Hezbollah tenteraient de leur côté de faire entrer du matériel et des provisions à l'aide de drones et des opérations que Tsahal cherche également à empêcher. L'objectif est d'isoler complètement les combattants retranchés dans le complexe et de les contraindre à se rendre. Une opération menée avec prudence en raison de la forte sensibilité politique autour des activités israéliennes au Liban. À Gaza, Tsahal a ouvert le feu sur un sniper du Hamas qui représentait une menace immédiate pour les soldats près de la ligne jaune. Tout à fait, c'est la première frappe signalée depuis l'entrée en vigueur des nouvelles consignes imposées à l'armée. Désormais, les éliminations ciblées nécessitent l'accord du chef d'état-major et du pouvoir politique. En revanche, lorsqu'une menace est considérée comme immédiate, les soldats peuvent intervenir sans attendre cette autorisation. Selon Tsahal, le sniper a été touché. On passe maintenant à la politique israélienne avec le nouveau parti lancé par Gilad Erdan et Yuli Edelstein. Et cette formation, Rudy, a désormais un nom, ça s'appelle Ahardut, l'unité. Le parti entend clairement se positionner à droite de l'échiquier politique et place notamment la question du service militaire au cœur de sa campagne. Son slogan, une vraie droite, un vrai recrutement. Gilad Erdan et Yuli Edelstein cherchent ainsi à attirer une partie de l'électorat de droite, notamment les électeurs déçus du Likoud à quelques mois des élections. On parle diplomatie maintenant avec Israël et le Venezuela qui renouent leurs relations consulaires après 17 ans de rupture. Oui, les deux pays ont décidé de mettre en place un mécanisme permettant à nouveau de fournir des services consulaires à leurs ressortissants. Les relations avaient été rompues en 2009 sous la présidence d'Hugo Chavez. Après l'opération Plomb durci dans la bande de Gaza, le rapprochement s'est accéléré ces dernières semaines. Après le double séisme qui a frappé le Venezuela, Israël avait envoyé une délégation humanitaire pour participer aux opérations de secours. Il ne s'agit pas encore d'un rétablissement complet des relations diplomatiques ni d'une réouverture des ambassades, mais c'est le premier rapprochement officiel entre Jérusalem et Caracas depuis 17 ans. Et puis, inquiétude en Autriche après la disparition de 2 Israéliennes à Vienne. Il s'agit de Malia Alomi, 50 ans, et sa fille Liel, 23 ans, qui n'ont donné signe de vie depuis vendredi soir exactement. L'ambassade d'Israël a lancé un appel au public pour tenter de les retrouver. La famille espère qu'elles se présenteront à l'aéroport de Prague où elles devraient prendre un vol pour Israël. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on termine avec ce beau spectacle à observer dans le ciel israélien cette nuit. Tout à fait, les Perséides atteindront leur pic cette nuit avec des conditions particulièrement favorables cette année. Les Perséides, Rudy, sont ces fameuses pluies d'étoiles filantes que l'on peut observer chaque année au mois d'août. Et cette année, la nouvelle lune laissera le ciel presque totalement sombre, ce qui permettra d'apercevoir beaucoup plus facilement les météores dans les meilleures conditions et loin de la population lumineuse. L'agence spatiale israélienne évoque jusqu'à 150 météores par heure. Et pour profiter pleinement du spectacle, direction le Negev et notamment Mitzpe Ramon, considéré comme l'un des meilleurs endroits du pays pour observer le ciel. Et
on va, comme chaque jour, jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 12 août 2026 avec une chaleur qui reste très présente aujourd'hui en Israël, un ciel largement ensoleillé sur l'ensemble du pays. À Haïfa, il fera 32 degrés jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Tel Aviv. À Jérusalem, il fera 32 degrés également. Et puis, il fera aussi très chaud à Beersheba avec 37 degrés. Et il fera jusqu'à 43 degrés aujourd'hui à Eilat. Le chef d'état-major Eyal Zamir affirme qu'Israël se trouve aujourd'hui au carrefour stratégique, alors que des négociations politiques sont en cours sur plusieurs fronts. Il assure que Tsahal reste pleinement préparé à reprendre des combats intensifs si nécessaire. Il estime aussi que ces négociations sont rendues possibles par le succès militaire obtenu ces derniers mois. Alors, est-ce que Tsahal est vraiment prêt à repartir au combat? Quels sont les fronts les plus préoccupants? C'est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre avec notre premier invité ce matin, Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires. On va revenir un peu sur ces déclarations qui ont été faites par le chef de l'état-major, Eyal Zamir, qui parle d'un carrefour stratégique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Israël est prêt pratiquement à reprendre des combats sur les différents fronts? Ça veut dire qu'Israël ne s'est jamais arrêté d'être prêt à reprendre tous les combats et sur tous les fronts multiformes. Il y a eu ces cessez-le-feu et Israël n'a pas voulu ces cessez-le-feu, donc Israël était prêt à continuer le combat. Oui, Israël est prêt à continuer à intervenir, cela soit au nord, cela soit au sud, mais bien au-delà aussi des frontières d'Israël, et je pense plus particulièrement au territoire iranien. Alors c'est vrai que parallèlement à tout cela, il y a aussi énormément de réservistes qui ont fait énormément de jours sous les drapeaux, et c'est vrai qu'il y a actuellement une rotation qui doit se faire. C'est vrai que il va falloir actuellement Tsahal est en train de combiner, je dirais, le fait que ces réservistes justement puissent un petit peu souffler et pouvoir maintenir cette mobilisation, mais elle arrive à le faire parce qu'il y a ce roulement qui continue à se faire. Mais c'est vrai que Israël actuellement, en tout cas l'ensemble des forces de sécurité, parce qu'on parle de Tsahal, mais il y a aussi l'ensemble des forces du renseignement, sont prêts à intervenir à n'importe quel moment, n'importe où, et sont complètement mobilisés à plus que 100%. Alors, ils sont mobilisés, mais quand même, cette période que le chef de l'état-major parle d'une période intermédiaire, et c'est une période un peu dangereuse, hein, on a l'impression, pour les soldats et pour les responsables militaires. Comment Tsahal se prépare justement face à cette période de transition? Oui, c'est une période qui est dangereuse parce que exactement nous sommes dans un entre-deux, dans une sorte de valse à plusieurs temps, où nous avons, si je peux m'exprimer ainsi, le derrière entre deux chaises. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a la volonté politique de vouloir arriver à des négociations avec une pression américaine, et d'un autre côté il y a cette pression, il y a ces atteintes à la sécurité qui sont faites par les mouvements terroristes, que cela soit oral ou que ce soit concret, comme cela peut se passer au Liban, comme cela peut se passer ailleurs. Donc Israël est obligé de jouer cette carte-là, mais c'est vrai que toutes ces négociations, comme l'a dit Eyal Zamir d'ailleurs, peuvent être mises en place actuellement grâce aux interventions de l'armée, aux interventions de Tsahal. Et c'est vrai qu'il était important d'ailleurs que le patron du CENTCOM, Brad Cooper, qui était présent lors d'une réunion très importante avec l'ensemble, je dirais, de hauts gradés de Tsahal, puisse montrer l'importance, je dirais, des forces armées dans le cadre justement de ces négociations qui mettent une pression évidemment sur le politique, sur les politiques, mais sur le fait aussi qu'on peut arriver à ces négociations. Alors c'est vrai que actuellement Tsahal est dans un entre-deux, comme toutes les armées, parce que d'un côté il faut pas répondre, ou il faut attendre d'avoir une réponse pour pouvoir intervenir, ou avoir une réponse d'une façon peut-être un peu plus longue parce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres enjeux. Mais toujours est-il que
Olivier, je vais vous donner un petit exemple. Hier, j'étais dans le nord d'Israël et j'ai rencontré des soldats israéliens qui passent en général leur vie, entre guillemets, entre le côté israélien et le côté libanais. Et je peux vous dire que ces soldats sont prêts à intervenir à tout moment, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous parlez justement de cette période de transition, de tension aussi importante, mais parallèlement à ça, on a vu et on a entendu que les règles, surtout pour les tirs dans la bande de Gaza, ont été changées. Alors, est-ce que ces changements qui ont été demandés par rapport justement au plan qui a été proposé par plusieurs pays pour un règlement dans la bande de Gaza, est-ce que c'est compatible avec cette situation qui est encore une situation de tension ? Alors c'est compatible et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour des soldats de ne pas pouvoir riposter. Je voudrais simplement rappeler qu'hier, il y a eu une tentative d'infiltration au-delà de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont contenu cette tentative, mais il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les soldats israéliens et pour tout soldat, je dirais, de ne pas intervenir offensivement. Donc actuellement, nous sommes dans une période où c'est plutôt une période d'observation, de défense, ce qui a été fait pendant de longues années. Maintenant, après ces années, c'est pratiquement 3 ans où Tsahal a été dans une période offensive, elle revient dans une période d'observation, de défense. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être offensive. Israël et Tsahal doivent rester une armée de combat, une armée offensive, en cas d'alerte, en cas d'attaque. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour l'état-major, mais c'est aussi compliqué pour les soldats qui sont sur le terrain, qui comprennent peut-être un petit peu moins aussi ce qui se passe en haut de la pyramide et qui se disent pourquoi on ne répond pas à un moment où on est attaqué, où on est menacé. Et c'est vrai que là, toute la complication, je dirais, la complexité qu'il va falloir gérer sur le terrain, entre d'un côté des volontés politiques et d'un autre côté la réalité militaire sur le terrain qui est pas toujours non pas compatible mais toujours parallèle et toujours en phase. En tout cas, une situation quand même difficile pour les soldats et pour les réserves. Je pense à ces soldats surtout qui sont sur le terrain depuis quelquefois pour certains plusieurs centaines de jours où les nerfs sont à vif, où la menace est toujours là. Et à un moment donné, il y a encore quelques semaines, on leur demandait d'attaquer. Et là, on va leur dire non, surtout, vous regardez, vous ne répondez pas. Ouais. Alors, je voudrais vous demander aussi, par rapport à votre expérience et sur les différents fronts qui existent, Gaza, le Liban, l'Iran et la Syrie, quel est, d'après vous, le front le plus inquiétant ? Écoutez, le Liban et Gaza restent des fronts inquiétants. On n'a pas parlé non plus de la Judée-Samarie qui est une cocotte minute qui pourrait aussi exploser à n'importe quel moment. L'Iran, évidemment, je dirais qu'il n'y a pas de front moins inquiétant que l'autre, malheureusement. Le Liban, on voit très bien que le Hezbollah est toujours là et que le Hezbollah ne veut aucun accord et veut continuer à frapper et attaquer Israël. On voit bien que à Gaza, le Hamas est toujours là et comme je le disais tout à l'heure, hier, il y a eu une tentative de vouloir rentrer sur la ligne jaune et donc on sait comment les choses pourraient évoluer, sachant que le désarmement n'existe pas et que s'ils devaient remettre leurs armes, qui sont des armes lourdes et non pas des armes légères, elles seront remises à une autorité palestinienne, entre guillemets, avec l'autorité palestinienne, justement, le djihad islamique, mais aussi le Hamas, donc c'est un peu se remettre ses propres armes. L'Iran reste une menace dans toute la région et continue à menacer, sachant que l'Iran, pendant cette trêve, a continué à développer une nouvelle forme de missile avec des têtes qui pourraient changer de direction au dernier moment. La Syrie, qui reste aussi une question avec un grand point d'interrogation, où Israël doit surveiller ce territoire comme le lait sur le feu. Et on voit en plus de cela qu'il y a des Israéliens qui essayent de passer du côté syrien. Il y a eu une vingtaine de cas ces dernières semaines. Et c'est un travail en plus pour les soldats israéliens de pouvoir contrôler ces personnes
qui mettent en danger d'ailleurs les soldats israéliens en faisant ce type d'action très grave. Donc voilà, pour le moment, nous sommes dans une situation qui est loin d'être calme, dans le sens où tout le monde reste sur le qui-vive, tout le monde reste sur ses positions, tout le monde a le doigt sur la gâchette et tout le monde est prêt à intervenir à n'importe quel moment. Et je dirais que c'est comme une étincelle qui pourrait faire exploser, n'importe quelle étincelle pourrait faire exploser, je dirais, le mithane, l'explosif à n'importe quel... Vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane, du commandant du CENTCOM, Brad Cooper, qui participait donc à cette réunion avec Eyal Zamir et les hauts responsables militaires israéliens. On avait parlé d'une coopération militaire entre les États-Unis et Israël qui semblait être peut-être en baisse, mais la présence du commandant du CENTCOM prouve justement que la coopération militaire entre les États-Unis et Israël est vraiment au plus haut de sa forme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Écoutez, les États-Unis et Israël, c'est comme un vieux couple avec des hauts, des bas. Il y a quelquefois des froids, il y a quelquefois un peu plus chaud. Et c'est vrai qu'au niveau politique, on est plutôt dans une période un peu plus fraîche entre le gouvernement israélien et l'administration. Enfin, toujours est-il qu'au niveau militaire, au niveau du renseignement, il y a jamais, la coopération n'a jamais cessé. Et je pense que la présence de Brad Cooper sur le territoire israélien à cette réunion, avec des hauts gradés de Tsahal, était très importante. Ça montrait que cette coopération existait, que les États-Unis et Israël restaient des pays alliés dans la région et que c'était très important, je dirais, par rapport à ce qui se passe dans la région, par rapport à comment les choses évoluent aussi autour de nous, et montrer un signe aussi aux autres pays que les États-Unis n'ont pas lâché Israël. Oui, on a vu aussi par rapport à ces menaces qui étaient contre l'avion du président Trump et les renseignements fournis par Israël, que cette coopération est aussi sur le point du renseignement. Exactement, et cette coopération elle se fait aussi au niveau du renseignement. Il faut savoir que lors de la dernière visite de Benjamin Netanyahou à Washington, Benjamin Netanyahou était venu aussi avec un nombre de renseignements relativement important pour l'administration américaine. Et je dirais dans la famille du renseignement, il y a toujours ce lien très fort entre les deux pays. Et je doute qu'il puisse cesser dans les jours, dans les mois ou dans les années à venir, parce que c'est très important aussi, non pas simplement au niveau d'Israël, de la région, c'est aussi très important au niveau mondial, parce que c'est vrai que ce renseignement permet aussi probablement à donner des informations pour qu'il puisse être évité des attentats qui pourraient se passer dans des capitales occidentales, par exemple. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, Stéphane Goldin. On reste donc sur le qui-vive, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan du renseignement. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Stéphane, et bonne continuation, bonne journée à vous. Bonne journée, Olivier, bonne journée à vous tous. Imaginez des centaines de milliers de livres, de vieux livres, détruits les uns derrière les autres. Mais attendez, précisons un peu la vision d'horreur. Une presse hydraulique qui sectionne la reliure et la couverture, les pages qui sont scannées, puis ce qui reste du livre est réduit en miettes. Alors non, je ne vous parle pas d'un récit dystopique, mais bien de notre monde à nous. À l'œuvre, les géants de l'intelligence artificielle. On le sait, les IA ont besoin de quantités de données phénoménales pour s'améliorer, et maintenant que tout Internet y est passé, elles s'attaquent aux livres, et en particulier aux livres anciens, qui ont l'avantage de présenter des textes de qualité. Bien que cette numérisation massive vise à protéger le contenu des livres, bien qu'elle soit légale, on ne peut pas s'empêcher de trouver cet autodafé dérangeant, et on n'est pas les seuls. Le Washington Post, qui a révélé toute l'affaire, précise qu'Anthropic voulait éviter que le projet soit connu du public et avait même recours à un nom de code pour le désigner, le projet Panama. Alors, qu'est-ce que tout ça a de dérangeant et pourquoi ? Alors, je ne vais pas commencer à vous expliquer que le livre est symbole de civilisation, je ne sais pas quoi, parce qu'après tout, si le livre libère du savoir, l'IA aussi. Le sujet est, me semble-t-il, ailleurs, parce que quand on se débarrasse des livres,
ce n'est pas que d'un objet dont on se débarrasse, c'est aussi de l'expérience de la lecture. Avant d'être le symbole de quoi que ce soit, le livre appelle un moment de lenteur, de calme, ainsi qu'un espace de retranchement. Un espace où aucune collecte de données ne s'opère, où rien ni personne ne cherche à optimiser quoi que ce soit en vous. Et puis, quand on lit un livre, on ne sait jamais ce qu'on va en retenir, ce qu'on pourra en dire au moment opportun, précisément parce que la question de l'utilité n'est pas pertinente, bien au contraire. Si l'IA nous fait gagner du temps, la lecture nous en fait perdre, et le truc, c'est que c'est cette perte de temps qui est essentielle. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase populaire, parfois attribuée à Victor Hugo. Un enfant qui lit sera un adulte qui pense. En d'autres termes, au-delà de nous informer comme le fait l'IA, le livre nous forme. Et il se trouve que cette idée fait écho à un commandement du judaïsme, l'étude des textes, qui est une mitzvah en soi. Le peuple juif n'a pas seulement préservé les conclusions auxquelles sont parvenus les sages, il a aussi préservé l'importance de l'étude, le processus par lequel l'esprit se forme. Le Talmud relate donc les dialogues, les discussions, les objections, les désaccords, les usages d'autrefois, parfois même des opinions qui n'ont pas été retenues. Et puis, l'étude doit s'opérer à deux, parce que là encore, c'est dans la pensée en mouvement, et pas dans le contenu figé que l'esprit s'aiguise. Le support compte, le cheminement compte. Et avec l'affaire anthropique, ce sont deux conceptions du savoir qui se font face. L'une considère le livre comme un contenant d'informations, l'autre, qui rejoint la tradition juive, nous enseigne que c'est notre lecture qui est fondamentale. Derrière le sort de quelques centaines de milliers de livres, ces deux conceptions posent finalement une question bien plus vaste, celle de la place que nous voulons encore accorder à l'expérience humaine dans notre rapport au savoir. Et nous commençons cette revue de la presse avec une tribune très sévère publiée ce matin dans le Yediot sous le titre « La fin de l'illusion de la paix ». Et son auteur, journaliste Boaz Hanetzi, part d'une information récemment autorisée à la publication par la censure, selon laquelle un pays de la région aurait conseillé à un autre de conclure tactiquement un accord avec Israël afin de gagner du temps avant une confrontation future. Pour Hanetzi, cette révélation doit servir d'avertissement. Il remet en cause l'idée selon laquelle un accord signé garantit nécessairement une paix durable. Il prend notamment l'exemple de l'Égypte, avec laquelle Israël vit sans guerre depuis des décennies, mais où, selon lui, l'hostilité envers Israël reste très forte et le renforcement militaire égyptien doit continuer à inquiéter. Il revient aussi sur les accords d'Oslo et sur le désengagement de Gaza qu'il considère comme des symboles d'une même erreur, croire qu'un accord politique peut suffire à transformer une réalité stratégique. Sa conclusion est radicale. Israël ne doit plus, selon lui, confondre accords diplomatiques, paix réelle et sécurité. Et puis, plusieurs quotidiens reviennent aussi sur la décision de la Colombie de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Pour le Israël Hayom, Israël doit maintenant transformer ce succès en véritable campagne diplomatique. L'objectif, convaincre d'autres pays amis comme l'Argentine, le Paraguay ou la République tchèque de suivre le même exemple, car selon l'auteur, plus le nouveau régime syrien se renforcera, plus la question du Golan risque de revenir sur la table. Puis une information qui met en lumière l'étroite coopération sécuritaire entre Israël et les États-Unis. Une information rapportée ce matin par le Yediot Ahronot et d'autres quotidiens aussi. Des renseignements transmis par Israël auraient permis d'identifier une menace iranienne visant l'avion présidentiel de Donald Trump. En effet, la menace aurait été prise suffisamment au sérieux par les autorités américaines pour que le président change secrètement d'appareil lors de son départ de Turquie. Donald Trump aurait ainsi été transféré à bord d'un autre avion militaire. Aucun missile n'a finalement été tiré. Et cet épisode illustre à la fois le niveau de tension entre Washington et Téhéran et la coopération très étroite entre les renseignements israéliens et américains.
Politique à présent avec des révélations sur une tentative avortée de faire tomber Binyamin Netanyahou après le 7 octobre. Et selon le journaliste Amit Segal de la chaîne 12, le ministre de l'économie Nir Barkat aurait tenté dès le début de la guerre de provoquer la chute du Premier ministre pour prendre sa place à la tête du Likoud et du gouvernement. Entre octobre 2023 et mars 2024, Barkat aurait donc multiplié les consultations, rencontré des ministres et des députés et cherché à affaiblir le gouvernement. Binyamin Netanyahou aurait finalement été informé de cette tentative de putsch dès la fin du mois de novembre 2023 et serait parvenu à la neutraliser. Et la chaîne 12 va encore plus loin sur cette question et cette tentative de faire tomber le Premier ministre au sein du Likoud après le 7 octobre. Et selon la journaliste Daphna Liel, le parachutage d'Oren Drobonski, qui a un parcours semblable à celui de Nir Barkat, sur la liste du Likoud, ne serait pas seulement destiné à renforcer le parti sur les questions économiques et technologiques. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme qu'il s'agirait aussi d'un règlement de compte avec Nir Barkat, soupçonné donc, comme nous l'avons dit, d'avoir voulu le remplacer à la tête du Likoud et du gouvernement. Netanyahou chercherait donc désormais à renforcer plusieurs candidats lors des primaires avec un objectif très clair, faire reculer Nir Barkat le plus bas possible sur la liste du Likoud. Le Likoud dément et affirme que Drobonski a été choisi uniquement pour son expérience dans la high-tech. Puis cette information révoltante, on parle d'un nouveau retard dans les procès des terroristes de la Nourba impliqués dans les massacres du 7 octobre. Près de 3 ans après l'attaque, les premiers actes d'accusation annoncés pour fin janvier 2027 pourraient finalement être repoussés d'au moins 2 ans supplémentaires. Le problème est que les procureurs qui travaillent sur ce dossier depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre n'ont toujours pas été transférés à la justice militaire qui est désormais donc chargée des poursuites. Sans ce transfert, toute une partie du travail déjà effectué risque de devoir être repris ou réorganisé, ce qui pourrait encore retarder le procès. Les initiateurs de la loi dénoncent une situation frustrante et révoltante et accusent les différentes administrations de perdre du temps dans des querelles bureaucratiques. L'ancien chef du Mossad a fait des révélations sur les opérations menées par Israël en Iran. Et c'est la chaîne Cannes qui nous en parle ce matin. Lors d'une conférence à Safed, Yossi Cohen a affirmé que les équipes israéliennes s'étaient rendues à plusieurs reprises sur le site nucléaire iranien de Fordo afin d'en étudier précisément les installations. Les ministres se sont d'ailleurs interrogés sur la légalité de telles déclarations et sur le fait qu'il a pu révéler des informations encore couvertes par le secret. Il a également salué les frappes américaines contre Fordo menées en juin 2025 qu'il a qualifiées de réalisation de tous ses rêves. Puis les quotidiens israéliens publient ce matin aussi un sondage assez révélateur sur les motivations des jeunes Israéliens à servir dans Tsahal. Et selon le Israël Hayom, 77% des 16-18 ans interrogés disent avoir une forte motivation pour effectuer leur service militaire et 57% se disent motivés par un service combattant. La progression est spectaculaire. Il y a 10 ans, seulement 22% des jeunes interrogés souhaitaient servir dans des unités combattantes. Et puis, autre chiffre intéressant, 75% restent attachés au modèle de l'armée du peuple, mais le sondage révèle aussi un paradoxe. Près de 40% des jeunes disent avoir peu confiance dans le haut commandement de Tsahal. Cette semaine, l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a annoncé la création de son parti, d'un nouveau parti de droite. Et il a parlé lors de sa création de Hadar HaBeitari. Alors, de quoi s'agit-il, ce Hadar HaBeitari? Pour nous éclairer sur cette expression, nous sommes très heureux de recevoir la journaliste Eliana Gerfinkel. Eliana, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour Olivier, avec plaisir. Hadar Bettari, donc dans cette présentation ce nouveau parti qu'il forme donc avec Yuli Edelstein. Alors c'est très difficile de traduire Hadar Bettari. D'abord c'est un terme qui a été, c'est Jabotinsky qui en parle. Si vous regardez l'hymne du Beitar, qui a d'ailleurs été rédigé à Paris, mais dans l'hymne du Beitar il y a 3 grandes strophes. Le premier c'est Beitar, le deuxième c'est Hadar et le troisième c'est Tagar. Et Hadar, donc, ce qui signifie, c'est un peu difficile à traduire. On pourrait traduire ça par plein de choses différentes. Moi, je vais souvent pour expliquer que c'est la noblesse, mais en fait, c'est plus que ça, puisque Jabotinsky va écrire un livre. Enfin, un article plutôt dans lequel il décrit quels sont les échronotes Beitar, quels sont les points importants du Beitar et de ce que c'est de faire partie de ce mouvement. Donc il y a un mouvement de jeunesse, le mouvement de jeunesse du Beitar. Et dans sa description, quand il parle du Hadar, alors à nouveau, il va donner une demi-douzaine d'expressions. Quelqu'un qui a le Hadar, c'est quelqu'un qui va faire attention à lui, qui va être beau, qui va se respecter, qui va avoir de l'estime de soi, qui va être poli, qui va être fidèle, c'est-à-dire plein de valeurs qui font que cet homme, que ce juif, eh bien, en fait, c'est comme un aristocrate. Et c'est intéressant ce qu'il explique, Jabotinsky. Il dit qu'en fait, il n'y a pas plus grand aristocrate et pas plus grande noblesse que la noblesse juive. Alors, il dit, voilà, pour faire partie du peuple juif, faut descendre en fait d'une dynastie juive. Et comme les dynasties de rois où on vérifie, c'est Voltaire dans Candide qui commence par parler des quartiers de noblesse. Alors il dit il y a pas plus noble qu'un juif qui justement il y a pas plus grand quartier de noblesse qu'un juif, puisqu'il faut que sa mère soit juive, il faut que la mère de sa mère soit juive, il faut que la mère de la mère de la mère de la mère de la mère de... Enfin bon, on peut remonter en fait jusqu'à l'époque de la première personne qui a été en contact avec Dieu ou du premier converti, donc de Abraham d'un côté et Sarah de l'autre. Donc c'est assez intéressant cette idée qu'il a de dire voilà, que toute personne qui est juive, elle a ce qu'on appelle le Hadar. Est-ce que Jabotinsky demandait justement aux membres du Beitar d'avoir cet Hadar, de respecter justement ces valeurs pour faire partie du parti Alors, c'était très important donc d'avoir cette tenue, de faire attention à soi. Et en fait, si vous regardez aussi, le plus grand Bettari qu'on a connu en Israël, c'est quand même Menachem Begin, puisque Menachem Begin a grandi au sein du mouvement du Beitar en Pologne. C'était le secrétaire général du Beitar avant la guerre. Le Beitar était le plus grand mouvement de jeunesse en Pologne avant la guerre, donc c'est important de le rappeler. Et quand vous regardez par exemple des images de Menachem Begin contre des images de David Ben Gurion. Par exemple, David Ben Gurion, on le retrouve avec son petit-shirt beige, de couleur kaki, sa chemise, qui va aller travailler dans les champs de son kibbutz, alors que Menachem Begin, on l'a toujours vu en costume cravate, toujours impeccable. Bien habillé. Donc ça fait partie aussi de cette idée du Hadar. Alors, juste pour revenir un instant dans le l'hymne du Beitar, on dit Kol Yehudi ou Sar. Chaque juif est un prince, est un roi. Chaque juif, il a cette dignité. Il se doit de se comporter avec cette dignité assez incroyable. Et c'est quelque chose, je pense, qui parle quelque part à beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Ces Israéliens qui en ont un peu marre de la manière dont beaucoup de députés du Likoud, qui est censé être le parti jabotinskien, le parti de Menachem Begin, et qui, ces dernières années, ont l'air de clowns à la Knesset, je m'excuse du terme, mais qui crient les uns sur les autres, qui se comportent mal, il y a des histoires de corruption. Enfin bon, c'est très très loin de l'idéal de Jabotinsky, de ce qu'est censé être le Hadar Beitari, la manière de se comporter. Et je pense que c'est pour ça, entre autres, que quand Gilad Erdan s'est exprimé, il sait très bien à qui il parle, et il parle à de nombreuses personnes pour qui c'est très clair ce qui est censé être le Likoud, et qui a l'impression que le Likoud a perdu son chemin depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que, justement, cette façon de faire, c'est pas un peu
cosmétique, et c'est quand même très politique et pour essayer de rapprocher une certaine partie justement de ces personnes qui sont à droite et qui ne se reconnaissent plus tellement dans le Likoud. Est-ce que c'est pas quelque part une approche aussi politique? C'est pas seulement de représenter ces valeurs qui sont très importantes, mais qui sont peut-être plus aujourd'hui d'actualité, dans la politique israélienne en tout cas. Alors, d'abord, de dire qu'un politicien ne fait pas de politique, j'ai du mal à le dire. Donc oui, j'imagine que quelque part, il y a une position qui est politique, mais je crois qu'il y a plus que ça. Parce que si on regarde le parcours d'Erdan, il a un parcours... D'abord, ça fait longtemps qu'il est en politique. Hein, ça va faire 30 ans maintenant qu'il est actif en politique. Il était d'abord en tant qu'étudiant, et puis maintenant, il a 56 ans. Ça fait au moins 26 ans qu'il est à la Knesset, ou qu'il est très proche. Il est ou à la Knesset en tant que député, ou en tant que ministre, ou en tant que ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Donc, il est en lien avec le gouvernement israélien, mais aussi dans la manière qu'il a eu toutes ces années de se comporter et d'agir, il est réglé il est réglé sur un fil. C'est très très clair la manière dont il se comporte. On peut pas lui reprocher, par exemple, d'avoir voté en faveur de l'Eitnatkout, du désengagement de Gaza, parce qu'il s'est tout à fait opposé. Il est resté vraiment, en hébreu on dit ikvi, il est resté il a été fidèle, constant. Voilà, il a été constant, il a une fidélité à lui-même, une fidélité avec le... Et c'est aussi la raison pour laquelle Yuli Edelstein, ils forment ce parti ensemble. Et puis là, on voit... Alors, contrairement à d'autres personnalités politiques, on pourrait penser par exemple à Naftali Bennett, on a l'impression qu'il est toujours en train de courir et d'essayer d'être le premier pour faire plein de choses et qu'il prend des décisions presque en dernière minute. Alors c'est l'inverse de Erdan. Erdan, il va tout doucement, il a décidé, voilà, on va créer un nouveau parti, on va aller tout doucement, on ne se presse pas parce que en véritable aristocrate, on avance tout doucement, en véritable noble, on prend notre temps pour faire ce qu'il faut. Et puis il faut regarder aussi la première personne qui s'est rajoutée en fait à ce parti, dont on a annoncé ça, je crois que c'était hier matin ou la veille, j'arrive plus à me souvenir si c'était hier matin ou dimanche matin, les journées passent trop vite. C'est Aliza Bloch. Alors Aliza Bloch, elle a aussi la mère de Beth Shemesh. La mère de Beth Shemesh, l'ancienne mère de Beth Shemesh, elle a une manière un peu consensuelle de travailler, mais surtout elle a été dans une ville où il fallait absolument, pour avoir le pouvoir, avoir des liens avec ce qu'on appelle les askanim. Les askanim, c'est-à-dire les dealers, les gens qui font les deals dans le milieu haredi. Et quand elle est devenue maire de Beth Shemesh, elle ne l'a pas fait avec les grands askanim connus. Ouais. Justement, elle l'a fait avec d'autres mouvances haredi de Beth Shemesh, qu'on peut pas être élu aujourd'hui à Beth Shemesh sans les mouvances haredi. Mais elle a vraiment travaillé pour toute la ville d'une manière très transparente et voilà, avec beaucoup de noblesse. Elle a fait ça d'une très belle manière. Et donc, je pense qu'on va voir dans ces prochains jours quelles sont les personnes qui vont réussir à ramener autour d'eux. Mais on se trouve vraiment dans cette... Alors justement, on ne connaît pas encore le nom du parti, mais lorsqu'il a annoncé, en tout cas, lorsqu'Erdan a annoncé la création de son parti, il a annoncé les grandes lignes, on va dire, qui dirigeront ce parti. Est-ce que vous voyez, entre ce qu'il a annoncé en tout cas, un lien avec justement ce terme de Hadar Betari? Ben oui, puisque dans l'idée de ce Hadar Betari, d'abord il y a une idée qu'on travaille un peu, enfin on va pas travailler pour tout le monde, mais étant donné noblesse oblige, si le rang crée des devoirs, à partir du moment où on a un rang, on a des responsabilités. Les responsabilités, elles impliquent justement que on va s'occuper de tout le monde et on va s'occuper des problématiques. Et aujourd'hui, en particulier, Yuli Edelstein l'a dit, et Erdan, il a quitté le Likoud et il a dit que c'était une des décisions les plus difficiles de sa vie après avoir été actif au Likoud depuis plus de 30 ans. Mais
on a des véritables problématiques et il y a par exemple, tout ce qui touche à l'enrôlement des Haredim, qui est un véritable problème des ultra-orthodoxes, c'est un véritable problème dans le monde, dans cette communauté qui vote pour le Likoud, qui a du mal à comprendre comment, justement, c'est sous Netanyahou que les Haredim ont été encore plus libérés du joug de l'enrôlement, et que après une guerre, pour beaucoup penser que les Haredim se réveilleraient au moment d'une grande guerre, et puis jusqu'à maintenant, ils font comme si de rien n'était. Mais la grande guerre, on vient de la voir, et il n'y a pas eu de réveil très profond, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, les chiffres d'enrôlement des Haredim aujourd'hui n'atteignent pas 90% de la population Haredi, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, et ils ont compris qu'il fallait rentrer à l'armée. C'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que Erdogan le dit, il dit, voilà, on a une responsabilité. Si on est dans une position de gouvernance, si nous sommes les personnes qui gouvernent ce pays, nous devons prendre des responsabilités. Et les responsabilités, c'est de mettre tout le monde aussi face à ses responsabilités. Si vous êtes un homme en âge de rentrer à l'armée et qu'on a besoin de vous, et ben votre responsabilité est justement de prendre parti à cette guerre, ou bien tout simplement prendre parti de l'État d'Israël tout court, ne pas se sentir exclu. Et quelque chose que je dis toujours, et je pense que ça se rejoint et que beaucoup de personnes le ressentent aujourd'hui en Israël, la communauté Haredi aujourd'hui, elle représente un chiffre qui grandit chaque jour. Un enfant sur 4 aujourd'hui qui naît en Israël vient d'une famille Haredi. Et plus une communauté grandit, plus ses responsabilités grandissent avec. Et c'est un petit peu ce que ressentent les électeurs du Likoud, ou ces électeurs de droite, etc., qui disent qu'il est temps, il est grand temps de signifier, de montrer à cette population, à cette communauté du pays d'Israël, de l'État d'Israël qui grandit, plus vous grandissez, plus vos responsabilités grandissent avec. Alors, dernière question, Eliana, est-ce que vous avez l'impression que ce terme, que ce mot de Hadar, c'est un terme qui parle encore aujourd'hui aux Israéliens en 2026 ? Alors oui, Hadar, d'abord c'est un mot qui est extrêmement présent en Israël, c'est un prénom pour beaucoup de personnes. Dans Hadar, on a aussi Mehadrin, tout ce qui est la Mehadrin, Mehoudar, ça vient de la même racine. Donc tout le monde comprend ce que ça veut dire, quelque chose de mieux, de bien. Pour ce qui est, les gens qui s'y connaissent un tout petit peu, le Hadar Beitari, ils le comprennent tout de suite. Et puis, surtout, je pense qu'il y a une partie énorme de l'électorat de la droite traditionnelle qui est fatiguée de ces guéguerres au sein de la Knesset, de ces histoires, de ces partis qui se comportent mal, et qui souhaiteraient véritablement ne plus avoir honte de ces politiciens et retrouver dans ces politiciens cette noblesse, cette responsabilité, cette presque... Jabotinsky parle de beauté physique, alors je ne sais pas si on peut dire qu'on veut des députés qui soient beaux physiquement. À nouveau, la décision de ce qui est beau et qui n'est pas beau, c'est très personnel tout ça, mais que ces personnes-là donnent l'impression qu'elles sont à la Knesset tout d'abord pour leurs concitoyens, pour nous, pour les électeurs, et non pas qu'ils sont à la Knesset juste pour avoir accès à ce qu'on appelle en hébreu des jobim, des jobs, ou des opportunités de carrière, et qu'au final, ils en ont rien à faire de tout le reste. Très bien, merci en tout cas Eliana pour ces explications sur ce terme Hadar Beitari et sur cette façon de faire de la politique en Israël. On aimerait bien que ça revienne en tout cas. Je rappelle que vous êtes dans un podcast toutes les semaines, combien ? À peu près ? On essaye toutes les semaines, là c'est les vacances, donc c'est un peu plus calme. Avec Myriam Fermer qui s'appelle Les Israéliennes et qui parle de politique israélienne, et que vous publiez relativement beaucoup aussi sur Instagram avec, je ne sais pas comment on appelle ça, un carrousel. Carrousel, voilà. Et le dernier, c'est sur la venue, sur les ossements des grands-parents de Herzl qui sont revenus en Israël, qui ne sont pas revenus, mais qui sont venus en Israël. Alors, on a fait revenir exactement 77 ans après l'enterrement des ossements de Herzl, et ce que ça représente, puisque les grands-parents de Herzl priaient, en tout cas, dans la même synagogue, et faisaient partie de la communauté du célèbre Rabbi Alkalai, qui a été un peu un précurseur
du sionisme. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Tout ça sur Instagram, Eliana Garfinkel. Et puis merci surtout d'avoir pris du temps dans cette période estivale où les enfants sont très présents. Merci beaucoup, Eliana. Bonne journée. Au revoir.